Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un monde complètement invisible, mais qui est pourtant partout autour de nous. On va voir comment les scientifiques arrivent à mesurer les forces incroyables qui façonnent l'évolution des microbes, ces organismes qui, mine de rien, tirent les ficelles de notre planète. Et la question centrale, c'est un peu celle-ci. C'est une sorte de bataille épique entre l'adaptation pure et dure, la fameuse survie du plus apte, et le hasard le plus total. Autrement dit, la compétence contre la chance, mais à une échelle microscopique. Alors, d'un côté du ring, on a la star de l'évolution, la sélection naturelle. C'est le principe bien connu du meilleur gagne, où les caractéristiques les plus utiles sont favorisées, ce qui mène à des organismes super bien adaptés à leur environnement. Et de l'autre côté, on a un adversaire plus imprévisible, la dérive génétique. Ça, c'est le facteur chance, le coup de poker de l'évolution. Des traits peuvent se répandre ou au contraire disparaître juste par un coup du sort, sans que ça ait le moindre rapport avec leur utilité. Donc, si on résume, la sélection naturelle, c'est une affaire de compétences, les meilleurs traits l'emportent. La dérive génétique, elle, c'est la pure chance. Le résultat est complètement aléatoire. Et ces deux forces, eh bien, elles sont tout le temps en train de se tirer la bourre pour décider du destin génétique des populations. Ok, mais avant de savoir qui va gagner ce match, il faut comprendre sur quoi ces forces agissent. C'est quoi, au fond, le matériau de base de l'évolution? Pour ça, la première étape, c'est de mesurer à quelle vitesse les nouvelles variations, les mutations, apparaissent. Et pour ça, voici notre sujet d'étude du jour, Halopherax volcani. C'est ce qu'on appelle un extrémophile, un vrai dur à cuire qui adore vivre dans des environnements ultra salés. On pourrait donc s'attendre à ce que son moteur évolutif soit un peu particulier, non? Des scientifiques se sont donc lancés dans une expérience hyper méticuleuse pour mesurer son taux de mutation, directement. Et voilà le chiffre qu'ils ont obtenu. C'est un nombre qui a l'air minuscule, bien sûr, mais c'est la vitesse à laquelle le code génétique de ce microbe change à chaque nouvelle génération. C'est le rythme de base de son évolution. Et là, première grosse surprise. Ce chiffre, alors même que notre microbe vit dans un milieu extrême, il est tout ce qu'il y a de plus normal. En fait, il est super similaire à celui de bactéries beaucoup plus classiques qui vivent, elles, dans des conditions bien plus tranquilles. L'extraordinaire, finalement, s'avère assez ordinaire. Mais il y a un détail encore plus fascinant, c'est la direction que prennent ces mutations. Il existe un biais quasi universel dans le vivant. Les mutations ont tendance à transformer les paires de base génétiques GC en paires AT. Et devinez quoi, même chez notre extrémophile, cette règle se confirme. Le moteur de l'évolution, même dans les conditions les plus folles, semble suivre des règles étonnamment prévisibles. Bon, maintenant qu'on connaît le carburant, on peut revenir à notre bataille. Sélection contre dérive. Qu'est-ce qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre? La réponse se cache dans un concept absolument clé, la taille de la population. Mais attention, il ne s'agit pas juste de compter le nombre d'individus. On parle de ce que les scientifiques appellent la taille efficace de la population, ou NE. C'est un chiffre qui mesure en fait la puissance du hasard, la puissance de la dérive génétique. Plus cette taille efficace NE est petite, plus la chance prend le dessus. Plus elle est grande, plus la sélection a de la place pour faire son travail. Pour bien comprendre, on peut imaginer une sorte de loterie génétique. Dans une très grande population, avec une NE élevée, c'est comme une loterie nationale. Un ticket vraiment bien conçu, c'est-à-dire une mutation super avantageuse, a de vraies chances de sortir gagnant. Par contre, dans une petite population, avec une NE faible, c'est plutôt comme la tombola du bureau. La chance est reine, et même le meilleur ticket peut finir à la poubelle. Tout ça, c'est bien beau, mais le gros problème, c'est que mesurer cette fameuse NE, c'est extrêmement compliqué. Heureusement, une nouvelle technologie promet de tout changer, d'offrir une sorte de raccourci pour enfin mettre un chiffre sur cette force invisible. Le défi est vraiment de taille, parce que pour estimer nous, il faut comparer les génomes de plein d'individus très proches les uns des autres. Le souci, c'est qu'on estime qu'on ne sait pas cultiver en labo 99% des microbes de la planète. C'est un mur quasi infranchissable. Et c'est là qu'arrivent les MAGs. C'est une technique assez révolutionnaire qui permet de pêcher des génomes directement dans un échantillon, que ce soit de la terre ou de l'eau, sans jamais avoir besoin de faire pousser les microbes. C'est une promesse incroyable d'avoir enfin accès à toute cette diversité cachée et donc de pouvoir enfin mesurer NE. La promesse est magnifique, c'est clair. Mais en science, il faut se méfier des belles promesses. Chaque nouvel outil doit passer sur le grill, chaque témoin doit être contre-interrogé. Alors, ces mags sont-ils vraiment aussi fiables qu'ils en ont l'air? Et là, la preuve est assez parlante. Des chercheurs ont comparé les estimations de NEO pour un microbe, Thermococcus, en utilisant les deux méthodes. D'un côté, la méthode classique, avec des microbes cultivés en labo.
De l'autre, la nouvelle méthode des MAG. Le résultat est juste flagrant. Les deux approches ne racontent pas du tout, mais alors pas du tout, la même histoire. La conclusion des chercheurs est sans appel. Les estimations de NEP obtenues avec les MAGs sont systématiquement plus petites que celles basées sur les cultures en labo. Notre outil miracle a l'air d'avoir un sérieux défaut dans la cuirasse. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi cet outil si prometteur nous donne une vision complètement faussée de la réalité? C'est ce qu'on va voir maintenant pour conclure cette analyse. La meilleure façon de se représenter le problème, c'est avec une métaphore. La méthode classique, c'est comme prendre des portraits individuels, très nets. Les MAGs, en revanche, c'est comme prendre une photo de groupe, mais complètement floue. On voit bien qu'il y a une foule, mais impossible de distinguer les visages, les détails, bref, tout ce qui fait la vraie diversité. Alors techniquement, cette photo floue, elle vient de deux problèmes principaux. Premièrement, les MAG créent une sorte de génome moyen, un consensus, et donc ils zappent toutes les variations rares, qui sont pourtant le sel de la diversité. Et deuxièmement, ils galèrent à attraper les morceaux d'ADN qui bougent beaucoup, comme les virus, qui sont pourtant de vrais moteurs de l'évolution. Donc voilà, si on met les deux méthodes face à face, c'est clair. D'un côté, les cultures en labo nous donnent des portraits précis, individuels, et donc une estimation plus juste de Naël. De l'autre, les MAG nous donnent un instantané de foule, flou, qui mène forcément à sous-estimer la diversité et par conséquent la fameuse taille effective de la population. Au final, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est une leçon assez fondamentale en science. La façon dont on regarde le monde influence directement ce qu'on croit savoir sur lui. Un outil, même très puissant, s'il est imparfait, peut nous envoyer sur de complètement fausses pistes. Mais la bonne nouvelle, c'est que les scientifiques sont déjà en train de bosser pour corriger le tir, pour rendre ces outils plus performants. Et alors que nos télescopes pour observer ce monde invisible deviennent de plus en plus puissants, de plus en plus nets, la vraie question c'est: quel secret incroyable de l'évolution allons-nous bien pouvoir découvrir demain? L'exploration ne fait vraiment que commencer.